Je pense en s'excitant même un petit peu, voulant faire un challenge du vélo électrique le plus léger au monde, on arriverait facilement à faire un 8 kg quelque chose, 8 kg 8 kg 9. De tout ça découle une autonomie qui est énorme. J'ai rediscuté justement avec Jean-Pierre Mercal la semaine dernière qui est parti faire un petit tour. Il a fait 2500 mètres de dénivelé en utilisant que un petit peu plus de 50% de la batterie. Mais globalement, avec ce moteur, tout le monde est capable de faire entre 2500 et 3500 mètres de dénivelé. Faire un tour du Mont Blanc qui rajoute 3000 mètres de dénivelé, qui rajoute une centaine de kilomètres, un peu plus même, ça devient inaccessible peut-être pour certains. C'est un peu mon cas perso, on pourra mettre ça à n'importe quelle échelle. Et grâce au moteur, je pourrais le faire. À chaque fois qu'on monte d'une section de pneus, il faut baisser la pression automatiquement. Et pourquoi? Parce que simplement, c'est ce volume d'air qui va faire que si on ne baisse pas la pression, on va juste avoir encore un moins bon rendement parce que le pneu sera encore plus dur. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Ok, Bon, est-ce qu'on est prêt? on est prêt. Bon, super. Maxime Bruand, bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur En roue libre. Merci de me recevoir aussi, ça fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Maxime, c'est un vrai plaisir. C'est pas que pour l'intro et pas que pour voilà, parce que très content de recevoir quelqu'un de chez Mavic, puisque tu travailles chez Mavic. Tu es product manager? Ouais. Product manager, c'est ça, le Ouais. responsable de l'offre produit, on dit en français, depuis quelques années maintenant. Ouais. Ok, génial. Donc je trouve super intéressant de pouvoir te recevoir parce que on se croise depuis un moment sur les salons, puis même d'une manière générale, on se croise et on se côtoie depuis un moment. Je pense que l'enregistrement avec Bastien ces dernières semaines à accélérer ta présence dans le podcast et c'est, je trouve, plutôt une bonne chose puisque pour ceux qui ont suivi le podcast de Bastien Donzé, de Bastien de chez Zip, groupe SRAM, donc Bastien est un spécialiste de la roue et il parle de ce sur quoi il travaille avec Zip et il parlait également de ce qui se faisait chez Mavic et je trouve que c'est très chouette de pouvoir te donner aussi la parole. C'est un petit peu un droit de réponse, mais pas que. Non, mais c'est pas vraiment trop un droit de réponse, mais je trouve ça bien d'avoir les deux sons de cloche. En Merci plus, pour la cloche. non, non, mais Non, mais attends. effectivement, pour reprendre, je pense ce que tu veux dire, en fait, c'est vrai qu'avec Bastien, on a eu des trajectoires assez similaires au départ, puisqu'on a un peu le même parcours avec une formation autour de la roue avec des gens extraordinaires chez Mavic. Et puis ensuite, nos trajectoires se sont séparées. Elles sont devenues un peu plus parallèles puisque lui a fait le choix de partir aux États-Unis et moi je suis resté fidèle à Mavic depuis toutes ces années. Et donc on voit effectivement une manière assez différente d'envisager les choses, toujours pourtant autour du même objet qui paraît assez simple, je pense aux yeux du commun des mortels, qui est la roue de vélo. Mais si on en est là tous les deux, c'est parce que c'est un sujet finalement qui est passionnant et qui a des tas de manières d'être appréhendé. Carrément. Et ce qui est génial aussi, c'est que je m'y attendais pas vraiment en faisant l'enregistrement avec Bastien, mais
On a appris vraiment énormément de choses sur sur la roue, sur les pressions, sur les sections de pneus, sur en fait comment être plus performant et comment même profiter en fait tout simplement de faire du vélo, de rouler à la vitesse qu'on a envie de rouler et de rouler le plus longtemps possible. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, et je pense que je suis pas le seul, au vu des commentaires qu'on a reçus. Il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par cet épisode. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Euh, Parce que, en fait, on a déconstruit des mythes. Voilà, les mythes de il faut gonfler son pneu à 11 bars pour aller vite. Non. Euh, il faut avoir des pneus fins pour aller vite. Non. Donc on a déconstruit un petit peu tout ça et voilà, et je trouve super intéressant de pouvoir avoir du coup un autre éclairage, puisqu'on parle de lumière, n'est-ce pas? Un autre éclairage sur ce sujet, mais pas que, puisque chez Mavic, il y a beaucoup de sujets, notamment un sujet très très chaud qu'on a vu récemment, qui est le sujet du moteur pour vélo assistance électrique, le Xtend, dont tu vas également nous parler. Donc, on a plein de sujets autour de la roue, autour du moteur, autour de l'actualité. On va parler technique, on va parler matos. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous parles de comment est-ce que tu es arrivé dans le vélo. Comment est-ce que tu es devenu passionné de vélo? Je ne vais pas être très original parce qu'en effet, il y a beaucoup de cyclistes dans notre milieu qui ont un peu ce parcours-là. Moi, c'est assez profondément ancré dans mon ADN quand même, puisque j'ai ressorti récemment des photos de ma grand-mère qui faisait du vélo dans les années 40, en gravel, évidemment. À l'époque, pas tant de routes goudronnées que ça. Et donc, on voit des photos d'elle avec mon grand-père qui monte le Galibier sur une route en terre parce qu'à l'époque, il y avait pas le choix, il y avait que ça. Hmm. Il Et faisait du puis tout ça, bikepacking c'est à l'époque? transmis ensuite à mes parents. Oui, c'était un peu ça. Ouais. Il y a un groupe de cyclistes anglais qui fait un peu parler de lui parce que tout ce qui vient d'Angleterre aux États-Unis est un peu plus cool, qui est le Rough Stuff Fellowship, quelque chose comme ça. Des Mhm. gens qui roulaient déjà au début du siècle dans toutes les conditions, partout où il fallait aller, ils emmenaient leur vélo. Et ben, les photos que j'ai retrouvées de mes grands-parents, c'était exactement ça. Tu pouvais les retrouver en train de traverser des gués à pied, en train de gravir des cols au milieu des murs de neige alors qu'ils n'étaient encore pas goudronnés. Ouais, là, je crois que mes grands-parents ont bien fait partie de l'histoire du cyclisme et du cyclomultier, comme on l'appelait avant. Et puis, ils ont transmis ça à ma mère, parce que je parle de mes grands-parents maternels. Ma mère qui très tôt les a accompagnés dans un sidecar qu'ils avaient bricolé à côté de leur tandem. Et elle les accompagnait partout en leur disant allez les parents, appuyez un peu. Donc très tôt ça s'est bien inscrit en elle aussi. Donc elle aussi à l'âge adulte elle s'est mise au vélo. Elle a rencontré mon père dans un club de vélo et ils ont fait tous les deux des petits cyclistes. En tout cas un. Moi ma sœur a pas mordu à l'hameçon mais Mhm. moi par contre j'ai bien mordu assez tôt dans ma jeunesse. Ouais. Donc c'est assez ancré en moi le monde du vélo. Ouais. Ok, ouais, c'est dans les gènes, quoi. Mhm. C'est dans les gènes. Dans les gènes, avec une espèce de tendance défricheur aussi. Donc, je disais, mes grands-parents qui restaient pas tout simplement sur les routes Mhm. autour de chez eux, mais qui allaient défricher les cols alpins non goudronnés. Mes parents, c'est pareil, ils se sont mis au VTT dans les années 80. Donc, ils ont été parmi les pionniers du VTT en France au moment des tout premiers Rock d'Azur, et même un petit peu avant. Ils étaient déjà avec leur club de vélo de l'époque sur Lyon à attaquer le VTT et à regarder un petit peu ce que ça pouvait dire, ce que ça pouvait changer à leur pratique. Et moi, c'est par là que j'ai commencé. J'ai vraiment commencé le vélo au moment où le VTT est arrivé. Ça me paraissait beaucoup plus fun que les courses de vélo pouvaient faire mes parents. Et c'est comme ça que j'ai monté sur un vélo, d'abord à base de cross-country et de compétition, et puis après, petit à petit, switcher un petit peu sur la route. Puis maintenant, beaucoup sur la route, mais aussi en gravel et aussi sur piste. Et il y a bien que le BMX que je pratique pas, en fait. Ah, ouais, ok. Bon, ça casse le dos un peu le BMX. Il vaut mieux un cruiser, Peut-être, ouais, en effet. Mais c'est une technique aussi différente, bien c'est un monde sûr. différent et c'est vrai que c'est le seul auquel j'ai pas goûté. Ouais. C'est une Sinon, un peu toutes les autres formes de cyclisme, je passais par là. très bonne école, hein, le BMX avec le trial, hein. Ouais, Très bonne école qui permet de vraiment avoir beaucoup de techniques et d'avoir une très bonne lecture du terrain et d'être mm, très
très précis, on va dire, en termes Ouais. de contact avec le terrain. J'ai beaucoup Ouais, aimé. en effet, c'est à conseiller. On voit d'ailleurs beaucoup de jeunes commencent le vélo par le BMX. Déjà, c'est Mm. rassurant pour les parents, c'est un milieu fermé et ça apprend beaucoup de choses sur la technique et c'est une bonne école. Ouais, ouais, c'est à Mm. conseiller en effet. Ouais. Donc génial. Alors, tu nous dis plutôt VTT. En gros, c'était quoi concrètement je sais pas, premier vélo, première expérience Alors, si, pour la petite histoire, quand j'avais 7 ou 8 ans, un de mes premiers vrais beaux vélos a été un vélo fait sur mesure par l'artisan Hmm. auprès duquel mes parents faisaient faire leur vélo, donc un petit vélo bleu, comme beaucoup de personnes, mais qui pour le coup était déjà sur mesure pour mes 8 ans. Imagine un petit peu Hmm. le niveau de passion dans lequel mes parents évoluaient. Putain, le vélo sur Et mesure à après, 8 ans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, un petit artisan du côté de Lyon, Jacques Busset, je salue sa famille s'il nous écoute, qui faisait les vélos de mes parents à l'époque. C'était dans les années 80 et à cette époque-là, avoir des vélos en acier faits sur mesure par un artisan du Hmm. coin, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'est, je pense, la mondialisation du vélo dans la fin des années 80-90 qui a changé un petit peu la donne et maintenant on Hmm. n'imagine plus ça du tout. Mais à l'époque, c'était pas si extraordinaire que ça. Ouais, Vu ok, d'aujourd'hui, oui, c'est un peu surprenant. Mon premier c'est vélo, sûr. c'était ça, un petit Hmm. vélo bleu acier sur mesure, vélo de route avec mon casque à boudin. J'ai des belles photos de ça aussi, en train de faire des gentlemen avec ma mère, pour dire un petit peu la Ok. marque. Mais quand je m'y suis mis plutôt sérieusement, parce que je faisais de l'escrime à ce moment-là aussi, donc je faisais un petit peu de tout. Mais quand je me suis mis vraiment sérieusement, j'avais 13 ans environ et c'était au moment où le VTT a pris son essor. Et là, j'avais un MBK, je me souviens plus du modèle, mais le fameux modèle gris avec une potence jaune et deux, trois Hmm. accessoires jaunes que Ok. beaucoup d'autres ont eu. Déjà en Théor XT à l'époque, c'était déjà une belle monture. Puis après, j'ai évolué sur d'autres VTT de l'époque. Très bien. Maintenant que tu nous as parlé du côté perso, et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans l'industrie du vélo? C'est quoi ton premier contact? Bah là aussi, je dirais que c'est un petit peu grâce à mes parents qui eux-mêmes n'évoluaient pas du tout dans cette industrie. Ils étaient juste là en tant que pratiquants passionnés. Mais à la fin de mes études, j'ai terminé mes études, je cherchais un travail et je me souviens très bien un matin, mon père qui était président d'un club à ce moment-là m'apporte l'équivalent enfin, la petite feuille de chou éditée par le comité Rhône-Alpes de cyclisme, à Mhm. l'intérieur duquel il y avait des petites annonces et notamment une entreprise basée pas loin de Lyon qui cherchait quelqu'un pour le service commercial. Mais il se trouve que c'était Mavic, que j'ai postulé là en 2001 et que ça a marché. Pardon, 2001, que je dis, en 98, pardon. C'était en 98. Et donc, en postulant à ce poste, ça a fonctionné. J'ai eu 2 entretiens de recrutement, une personne qui m'a bien poussé dans mes retranchements, essayé de bien savoir un peu ce que j'avais dans le ventre, et Mhm. une autre personne qui voulait juste savoir ce que j'avais comme vélo et comment je pratiquais, parce que c'était aussi très important pour eux. Donc je salue cette personne, c'est Christophe Swanen qui travaille aujourd'hui pour Bianchi en France après avoir fait pas mal d'entreprises dans le milieu du vélo sur la France. Donc deux Donc voilà, j'ai types de commencé en management. 98. Ouais, exactement, de types de management différentes pour voir un petit peu ce qu'un jeune de 22 ans pouvait avoir dans le ventre sur un projet qui était qui avait beaucoup d'enjeux pour Mavic à ce moment-là, puisque c'était le moment où on commençait à la vente et la distribution des produits Mavic en direct auprès du détaillant. Mhm. Jusque-là, on vendait à des grossistes, donc on avait une vingtaine de grossistes en France qui distribuaient Mavic, et en 98 a été prise la décision de vendre Mavic directement auprès du détaillant. Un modèle qui Ok. est tout à fait accepté et standard maintenant Mhm. pour beaucoup de gens dans l'industrie du vélo, mais qui était assez nouveau à l'époque. Et moi, j'ai eu la charge d'organiser le service administration des ventes là autour, donc d'inventer un petit peu quel était le niveau de service qu'on pouvait apporter à un détaillant quand on lui vend directement en tant que fabricant. Et alors, Donc, gros challenge, super intéressant, que j'ai fait pendant ouais, 3 ans. et rapidement, excuse-moi, mais tu dis gros challenge. Aujourd'hui, comme tu dis, ça paraît enfin, pas loin d'être évident. En quoi est-ce que c'était un si gros challenge pour une entreprise comme Mavic En fait, c'était la à cette première époque-là? fois qu'on allait. En fait, c'est la première fois qu'on allait passer de distributeur. Donc, quand tu vends à des distributeurs, tu as 20 Hmm. clients en France auxquels tu vends en gros volume et qui après font de la vente au détail. Et Mavic devait s'organiser à ce moment-là pour pouvoir passer de ce modèle-là à un modèle où on allait vendre non pas à une vingtaine de clients, mais à 2000 magasins en France. Et donc, Ouais. du coup, faire ce qu'on appelle vulgairement de l'épicerie. Hmm.
Tout ça avec un système de prise de commande, avec un système de service client, de livraison qui soit adapté. Donc, il y avait tout ça à mettre en place. C'est pour ça que je suis rentré chez Mavic en 98 et que Ok, j'ai commencé par là. ok. Mieux C'est compris. Ouais. hyper formateur Hmm. parce que tu es au contact direct des gens qui revendent le produit. Donc tu comprends très très bien toutes leurs préoccupations. C'est pas juste j'ai besoin d'un produit, il faut me l'envoyer, mais c'est aussi comment on met en place les choses dans les magasins. Puis c'est aussi comment on apporte le service. Quelles sont les questions que le magasin peut se poser autour d'un produit, que ce soit une roue ou autre chose. Et tout le service après-vente aussi qu'il faut mettre en place avec ça et la qualité de l'information qu'il faut pouvoir fournir aux détaillants à ce moment-là. Et tu comprends bien aussi les enjeux qui se posent eux-mêmes en magasin Hmm. et comment ils s'adressent à leurs clients, au consommateur final, cycliste. Et donc ça, c'est hyper formateur et ça me sert encore aujourd'hui dans Ouais, mon quotidien. ouais. Et pourtant, j'ai fait Oui. ça Hmm. entre 98 et 2001. Ok, ok. Super intéressant. Oui, puis j'imagine qu'en plus, ça permet d'obtenir des retours terrain qu'on n'avait pas auparavant, parce que le distributeur partage pas nécessairement l'info, puisque c'est quand même ses clients à lui. Donc du coup, c'est une mine d'informations que tu finis par avoir en étant en contact direct avec le client. Non, mais c'est sûr, le retour est beaucoup plus direct. Donc en effet, Hmm. c'est sans filtre Excellent. pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est pas simple, mais il faut avouer que D'accord. ça apporte quand même beaucoup de choses Ah positives. ouais. Donc, tu as fait ça 3 ans. J'ai fait ça 3 ans Ouais. et donc là j'étais sur le siège de Mavic à l'époque à Saint-Trivier-sur-Moignan. C'est la première fois que j'ai croisé Bastien d'ailleurs à ce moment-là. Et puis en 2001, le groupe Salomon à qui appartenait Mavic depuis 1994 décide de regrouper toutes ses activités sur Annecy. Hmm. Et c'est là où on propose à tous les salariés Mavic qui le désirent de quitter la banlieue, la grande banlieue lyonnaise, on va dire, pour aller s'installer sur Annecy. Donc Hmm. certains ont fait le choix de ne pas y aller. Moi, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, ça peut être un changement de vie assez intéressant. Donc j'ai déménagé toute ma petite famille sur Annecy. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour changer de poste, puisque c'est là que se sont ouvertes des possibilités au sein du marketing produit de Mavic. Et donc depuis 2001, je suis dans ce service passionnant, aventure passionnante, puisque ça consiste à développer les produits de demain. Et qui dit les produits de demain, quand on les met sur le marché, on a déjà en tête ce qui va arriver après et comment on pourrait Hmm. faire mieux, et etc., etc. Donc, c'est Ah pas dans le oui, but de toujours vendre plus ou de se dire je vais mettre un truc pas terrible et je vais l'améliorer la fois d'après. C'est juste que les technologies évoluent, les envies évoluent, les pratiques évoluent et du coup, c'est un monde sans fin et c'est un monde passionnant. En tout bien cas, quand sûr. on aime le produit. Et puis sur le cycle de développement d'un produit, et tu vas nous en parler, il est parfois long, il met plusieurs années. Dans le cas du moteur dont tu nous parleras un peu plus tard, c'est très long. Et donc du coup, même une paire de roues, un nouveau produit industrialisé, entre le par exemple, prenons une paire de roues. Si on prend c'est la Cosmic Ultimate, la plus récente qui vient de Mhm. sortir, le modèle carbone. Tout à fait. Entre le moment où il y a la définition du besoin, où on se dit bon, ok, sortons cette roue-là, les premières, je sais pas, esquisses, premier plan, entre ce moment-là et le moment où le produit est sur le vélo d'un cycliste, il se passe combien de temps? Sur un produit aussi complexe que celui-ci, avec un équilibre aussi clé à trouver entre les différents facteurs de performance, qui sont la performance intrinsèque du produit, mais aussi sa fiabilité, sa sécurité. Euh, Ça prend sur un produit complexe comme celui-ci, ça a pris un peu plus de 3 ans. Ok. Ça aurait pu prendre beaucoup plus, ça aurait pu prendre un petit peu moins. Hmm. Tout dépend du niveau d'exigence qu'on se fixe. Sur une roue plus classique, sur des constructions plus standards, avec du rayon métallique, avec une jante, que ce soit aluminium ou carbone, et associée à un moyeu alu aussi, les développements vont être plus courts. Ça peut aller de 6 à 18 mois, rarement Hmm. plus, sauf si vraiment on est en train de taquiner les limites des matériaux. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait avec la Cosmic Ultimate, où là, Hmm. on est allé vraiment chercher les limites, et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Et il y a un autre facteur aussi qu'on n'a pas évoqué là, mais c'est le fait qu'aussi cette roue-là, l'objectif c'était de la refabriquer enfin, en France et voire même à Annecy, quoi. Oui, et ce qui n'était pas forcément d'ailleurs le but au départ du projet. Hmm. Et donc, ça fait partie aussi de la vie du projet, de se dire, bah, des fois, on change. On a commencé le projet, on était encore chez nos anciens propriétaires à Hmm. Hammersport.
Au milieu de tout ça, il y a eu un confinement, un redressement judiciaire, un changement de propriétaire, un plan social, l'arrivée dans les nouveaux bâtiments, la construction d'un nouvel atelier carbone. Et donc, il a fallu que le produit, il suive sa vie là-dedans et il arrive à faire son chemin jusqu'au cycliste. Donc, il y a eu des gros challenges sur le développement de cette roue-là. Ouais, j'imagine que ça a dû être effectivement, enfin, euh, enfin, ça serait intéressant d'en parler. Tu vas nous dire ce sur quoi tu peux communiquer de par ton poste, parce que tu n'es pas porte-parole de Mavic, hein, mais il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut élaborer. C'était une période qui était pas simple, hein, effectivement. Il y a eu Covid, il y a eu redressement, il y a eu le rachat de Mavic. Est-ce que peut-être, sans nous livrer toute l'histoire, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être ton expérience de ces 3 dernières années, ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu peut-être? Alors, c'est sûr que ces 3 ou 4 dernières années n'ont pas été simples pour Mavic. Donc, forcément, en tant que salarié, en tant qu'être humain à l'intérieur de l'organisation, ça n'a pas été facile non plus. On va dire qu'on commençait à avoir des prémices de moments compliqués à vivre à partir de 2018, 2018-2019, où on voyait que le modèle imposé et mis en place par Hammersport, qui était le propriétaire de Mavic à l'époque, n'allait pas fonctionner. Ne fonctionnait pas. C'était un modèle à la fois de distribution, avec la volonté de faire des synergies importantes avec l'ensemble des marques du groupe, mais qui n'étaient pas des marques dans le vélo, puisqu'on ne vend pas des montres de sport, on ne vend pas des skis ou des chaussures de trail comme on vend du matériel de vélo. Ouais. Donc, On se souvient des chaussures voilà. Crossmax, des choses comme Alors, ça, quoi. oui, alors les fabriquer, c'est une chose, mais les vendre, c'est très différent. On Hmm. peut pas vendre une marque comme la marque Mavic en se reposant uniquement sur un réseau de détaillants multisports, comme c'est le cas de marques comme Salomon, Atomic, Sunto, Arc'teryx, qui Hmm. trouvent très bien leur place dans les magasins Intersport ou d'autres magasins multisports, ce qui n'est pas le cas de Mavic. Bien sûr, Mavic doit être représenté dans ces magasins-là, mais doit l'être aussi chez tous les réseaux de détaillants qui n'ont que faire de Atomic et Salomon. Et c'est un petit peu ça qu'on avait un peu perdu de vue dans les années, à la fin des années 2010, 2018, 2019, imposées par nos propriétaires. Donc là, on a vu qu'il y a certaines choses qui commençaient déjà un peu à dévisser. Pareil, au niveau logistique et service client, on n'était pas du tout au niveau. On a raté des choses aussi sur les ventes en ligne, etc., etc. Donc voilà, politique de distribution qui était un petit peu délicate. Aussi un manque d'investissement clairement dans l'outil industriel Hmm. et dans les moyens de développement qu'on avait pour développer les produits. Ce qui fait qu'on a un peu, Hammersport, j'emploie toujours cette expression-là sur la fin, Hammersport a vraiment pressé le citron, ça tombe bien, c'est jaune, très drôle. Et puis quand il n'en est plus sorti aucune goutte du citron, et ben, ils ont décidé de vendre. Et de vendre aussi dans des conditions assez rocambolesques. Pour ceux qui ont suivi les histoires, ils nous ont vendu un fonds de pension américain qui apparemment pas forcément de très très bonnes intentions pour la marque. Heureusement, le système français est fait de telle manière que nos dirigeants de l'époque ont réussi à mettre Mavic sous la protection du tribunal du commerce dans une procédure de redressement judiciaire, mais volontaire de la part de Mavic. Trésorerie, ça allait encore à peu près à ce moment-là, mais c'était vraiment un redressement judiciaire volontaire pour pouvoir se sortir des griffes de ces Américains malveillants. Et je ne dis pas que tous les Américains sont malveillants, attention, on ne me prête pas ce genre de propos, mais en tout cas, cette entreprise-là n'avait pas vraiment de bonnes intentions pour Mavic. Et le tribunal de commerce s'est chargé de nous trouver des nouveaux propriétaires. Donc, il y a eu pas mal de bruit à cette époque-là. On sortait de Covid, donc c'était des périodes un peu perturbées pour les salariés Mavic, encore plus que pour le monde en général, puisqu'en plus de ce choc qui a été le Covid, les confinements et tout ça, on avait nous-mêmes une entreprise en grande difficulté. Et donc, il a fallu trouver un repreneur dans tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de candidatures pour finalement que l'entreprise arrive entre les mains du groupe Bourrelier. Le groupe Bourrelier qui s'est construit autour du magasin de bricolage, notamment de l'enseigne Bricorama, mais qui depuis quelques années a vendu Bricorama et cherche à rediversifier ses actifs sur tout ce qui est énergie renouvelable et mobilité douce.
Donc, ils ont pas mal d'activités dans tout ce qui est hydroélectrique, champs d'éoliennes, des choses comme ça. Et puis, quand ils ont vu Mavic, alors qu'ils voulaient rentrer justement dans le vélo, ils ont vu Mavic en vente, ils se sont dit, bah, allez, banco, ce sera une Mm. première acquisition, une première expérience dans le monde du vélo et de la mobilité douce, même si nous, on est plutôt sportive que vraiment mobilité du quotidien, utilitaire. Mais tout ça, ça pourra changer justement à l'avenir sous leur impulsion. Mm. Et donc, on a la chance maintenant, au sein de ce groupe Bourrelier, d'être vraiment bien considéré, d'être entre les mains de gens qui sont extrêmement bienveillants, qui ont de la patience, c'est pas toujours le cas des investisseurs, et qui ont aussi une haute opinion de la marque, et donc qui veulent faire des choses bien avec la marque. Et donc, ça va prendre du temps, forcément, à réorganiser, à réorienter un petit peu stratégiquement la marque, à la repositionner. Mais en tout cas, ils s'en donnent les moyens et c'est très bien pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et là, Alors, ouais, c'est magnifique. Enfin, c'est une très très belle histoire. C'est d'autant plus une belle histoire qu'il y a il y a quelque chose qui transparaît pas dans ce que tu dis, c'est que le groupe Bourrelier, c'est plus un groupe, on va dire, industriel et financier, de commerce, de distribution, puisque puisque en fait, il y a de la passion dans ce dans le groupe. Déjà pour l'historique proche, c'est plutôt Ecox déjà. Euh, mhm. cette expérience Ecox, dans lequel enfin, la famille Bourrelier s'est investie, et également les coprésidents sont des passionnés de vélo de la première heure. Enfin, En tout faut cas, quand même. oui, effectivement, nos coprésidents sont Johan et Jean-Michel Bourrelier, qui sont les fils du fondateur du groupe. Johan, lui, dans ses expériences précédentes, avait créé effectivement très tôt, dans les années 2000, des magasins de spécialistes dans la vente de vélos électriques, le magasin de réseau Ecox. Et il avait créé ça vraiment en dehors du groupe Bourrelier. Le groupe Ouais. Bourrelier, Ok. en tout cas, il a créé dans son coin. Et donc, ça lui a donné effectivement une première expérience du vélo, en plus de celle qu'il avait en tant que pratiquant, parce que c'était un VTTiste. Mais si tu as l'occasion de l'interviewer aussi une fois, bah, tu Ouais. pourras lui demander toute son expérience. Il la Nous connaît mieux avons que moi. roulé ensemble. Ah, Alors, je vais pas voilà. tout livrer parce que c'est des trucs, voilà, mais il y a 20 ans, on faisait du street dans les rues de Paris ensemble avec Johan. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est aussi important, intéressant quand même de rappeler que on parle d'investisseurs qui reprennent des boîtes quand même un peu mythiques comme Mavic, mais ce que je trouve magnifique là-dedans, c'est que c'est quand même avant tout une histoire de passion. Enfin, tu t'imagines des gens, des passionnés comme toi, moi, euh, on, on, on fait du vélo à un moment donné de notre vie et on réussit bien, notre famille réussit bien, enfin je sais pas, on monte des business qui marchent bien et en fait on rachète une boîte iconique qui nous a fait rêver quand on était gamin et on se dit bah ok, enfin tu vois, Ouais, ouais, c'est quand même un truc cool quoi. Et c'est ça qui est magique, ouais, c'est c'est ça qui sûr, est c'est sûr. magnifique. Et voilà, et c'est juste, je clôture ma petite parenthèse enthousiaste, mais c'est quand même avant tout une histoire de passionnés, de gens qui font vivre la passion, enfin qui vivent la passion et qui souhaitent continuer à la faire vivre chez d'autres. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est des gens qui sont pas là juste pour l'appât du gain. Et on en voit beaucoup quand il s'agit d'investir dans les entreprises. On en voit beaucoup qui sont là juste pour dire bah, on va faire de l'argent avec tout ça. Mm. Eux, évidemment, c'est pas des philanthropes, on est bien d'accord. Mais ils nous le disent encore régulièrement. Ils sont là pour le long terme. Ils sont là pour faire quelque chose de Mavic, en être fiers dans 10 ans et pouvoir dire c'est nous qui Mm. avons fait ça avec Mavic. Donc, c'est plutôt engageant pour la pérennité de l'entreprise et de la marque. Bien sûr. Ouais, ouais. Et puis Euh, je sais pas, ouais, c'est sûr que Mavic, c'est un fleuron de l'industrie du cycle en France, et puis même, enfin, le rayonnement international est quand même magnifique. Qui a perdu un peu de sa superbe ces dernières années, mais voilà, c'est la machine est en route et effectivement, il faut des plans plus long terme, il faut de la passion, il faut pas que de la finance non plus, parce que c'est sûr que si tu regardes les métriques, bon bah en termes de finance, voilà, c'est peut-être pas encore ça, mais je trouve justement cet équilibre entre passion et finance
très intéressant, puisque justement, c'est ça qui va faire, c'est cet équilibre qui va faire qu'on va pas simplement se dire, bon, ok, les résultats sont pas tout à fait au rendez-vous aujourd'hui, mais on est là sur le long terme. Et je trouve que c'est vachement rassurant et c'est vachement sain, quoi. Non, et puis c'est tout à fait naturel pour une entreprise d'avoir des hauts et des bas, hein. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Mm. La vie qui a été fondée en 1889 et depuis un peu plus de 130 ans, bah, il y a des périodes où tout va bien et des périodes où tout va mal. C'est Mm. vraiment c'est les montagnes russes. Alors à l'échelle d'une carrière, on s'en rend pas forcément compte. Bon, la mienne a été suffisamment longue chez Mavic, suffisamment longue chez Mavic Mm. pour que je m'en rende un peu plus compte. Mais effectivement, quand je suis arrivé, on faisait 100 millions de francs de chiffre d'affaires en 98. 10 ans plus tard, on faisait le même chiffre d'affaires, mais en euros. Donc, on a fait Mm. fois 6,5 en une dizaine d'années. Donc, c'était des développements qui étaient énormes. Après, il a fallu gérer ce succès, gérer cette Mm. notoriété, composer avec les changements de rapport de propriétaires. Évoluer avec le marché aussi, parce que le marché n'a pas évolué que en fonction de ce qu'on lui faisait, mais il faut qu'on sache s'adresser à lui aussi. Et puis, bah, après, il y a des moments un peu plus difficiles. Et puis, à nous maintenant de se remettre, d'être au bas de l'échelle et puis d'en regravir les échelons petit à petit avec humilité, patience et beaucoup de travail. Et des beaux produits dont tu vas nous parler. Donc des produits dont un qui a fait donc beaucoup de bruit récemment, le moteur Xtend, qui est un projet euh, qui a survécu, on va dire, à cette période Covid, au rachat, qui n'était pas quelque chose de gagné quand même, hein. C'était pas non plus, c'est pas non plus le cœur de métier de Mavic de développer des moteurs. Euh, et on a eu le commentaire de Bastien à ce sujet-là qui était intéressant et tout en étant bienveillant, en disant bon les gars, amusez-vous, mais déconnez pas trop quand même. Euh, Comment est-ce que aujourd'hui, euh, enfin, voilà, comment est-ce que tu vois toi la place de Mavic dans ce marché des moteurs pour vélo assistance électrique? Euh, quel sens est-ce qu'on donne à ce projet dans l'écosystème Mavic? Quelle rationalité on trouve à ça qu'est-ce que ça peut donner pour la suite, pour l'avenir? Alors en fait, on va dire que dans le monde du moteur pour vélo électrique, Mavic, quand on sera un acteur officiel déclaré qui vendra des moteurs, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, Hmm. euh, on sera tout petit. Faut bien se rendre compte que ceux qui font des moteurs aujourd'hui, Bosch, Shimano, et même les derniers entrants, quand on parle de motorisation plus légère, alors je parle même pas, j'oublie Yamaha et d'autres, hein, mais ils sont aussi présents, Brosé et compagnie. Hmm. Mais les petits entrants récents, on parlait d'e-bike motion racheté par Mahle, énorme équipementier automobile. On parle de Fazua qui petit à petit tombe dans le giron de Porsche. Donc là, Mavic au milieu de tout ça est un tout petit poisson. Hmm. De ce fait, quand on a décidé, quand on s'est dit oui, il y a un coup à jouer, il fallait le jouer, mais de manière, faut pas faire comme les autres, pas essayer de les copier, on n'y arriverait pas, on se serait planté. D'un autre côté, chez Mavic, il y a toujours eu une volonté d'innover et de laisser la place à ceux qui ont des idées pour développer à la fois la marque et les produits. En l'occurrence, on a quelques ingénieurs qui sont plutôt talentueux. Je parlerai de Jean-Pierre Mercat en Bien particulier, qui est sûr. là depuis de nombreuses années et qui était à la base d'énormément d'innovations dans le monde du vélo et puis de chez Mavic depuis une trentaine d'années maintenant. Jean-Pierre Et lui, quand il Mercat, nous dit, regardez, excuse-moi, mais ouais, Jean-Pierre vas-y. Mercat qu'on salue, puisque effectivement c'est un des gros tauliers et une des têtes pensantes et à la tête de la R&D Mavic, hein, si je rate rien. À la tête, il a toujours été responsable des études avancées et donc des nouvelles technologies et de l'innovation. Hmm. Ça me gêne un peu de parler que de lui parce que derrière, il y a quand même un Bien paquet de sûr, monde. bien sûr. Jean-Pierre, il a des idées et puis derrière, il faut du monde aussi pour les mettre en œuvre.
et les rendre industrialisables, les fiabiliser et autres. Donc, il est loin d'être tout seul, mais effectivement, c'est la tête de pont, on va dire, de l'innovation chez Mavic depuis quelques années. Donc oui, grand monsieur et grand coup de chapeau. Et donc, quand il nous a dit dans les années 2017-18, qui nous a montré un peu tout ce qu'on pourrait faire, et ben on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, il y a un coup à jouer. Et ce coup à jouer, c'est donc encore une fois de pas rentrer dans les pas de Bosch et de Shimano, pour ne citer que, mais de prendre le contre-pied de tout ça. Je me souviens il y a quelques années avoir été dans une conférence, les assises du vélo électrique, qui n'était pas loin d'ici, à Chambéry. Et puis il y avait des représentants de Bosch notamment, et puis petite table ronde à la fin, et puis question du public. Et moi je pose la question, oui, mais vos moteurs, vous ne croyez pas que le poids, c'est un problème? Balayé d'un revers de la main, non, 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 le poids, c'est pas du tout un problème, on s'en fiche complètement, de toute façon, il y a le moteur pour compenser. Ok, intéressant, parce que nous, on pense au contraire que pour rendre un vélo plus sympa, si le vélo, il a ce côté liberté, ce côté très fun à utiliser, c'est parce qu'il est léger, parce qu'il est agile, qu'il peut se faufiler partout. Et quand on parle d'un vélo, même n'importe quel vélo de commuting non électrique qui fait 10-12 kilos, et qu'on lui rajoute un moteur et qu'il en fait d'un seul coup 25, et ben c'est plus la même machine. Dans le milieu sportif, c'est pareil. Prenons un VTT qui devrait faire 9 kilos. Quand on lui met un moteur et qu'il en fait 20-25, c'est plus la même machine. Et nous, on s'est rendu compte que si on arrivait à apporter une motorisation qui soit efficace, mais qui ne transforme pas complètement la personnalité du vélo, on allait décupler le plaisir qu'on prendrait à s'en servir. Donc, c'est ça un peu le point de départ du moteur et pourquoi on en est arrivé là. Très bien, excellent. Beau rappel de pourquoi. Mais je veux dire, c'est légitime de se poser la question sur un moteur. Enfin, je veux dire, presque. Je dis pas qu'on se la pose tous, mais Mavic, c'est quand même un fabricant de roues à la base. Non, à la base, c'est un fabricant de garde-boue. À la base, c'est un fabricant de garde-boue et on a fait des jantes, et on a fait des moyeux, et on a fait des dérailleurs, et on était les premiers à faire un dérailleur électrique, par exemple. Même les 2 premières itérations étaient chez Mavic. Donc, Mavic est un fabricant, un concepteur de matériel de vélo qui œuvre à améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et donc, un moteur, oui, ça paraît un peu incongru, puisque depuis 20 ans, on s'est construit vraiment sur la roue, en plus du côté chaussures, casques, vêtements, qui lui aussi a connu des hauts et des bas. Mais d'un point de vue innovation, pour nous, ça nous paraît faire du sens. Il y a 2-3 petits fonctionnements à l'intérieur de ce moteur qui trouvent écho à ce qu'on a pu développer dans le passé pour les roues. D'accord. Système de roue libre, de désembrayage, de capteurs de puissance, des choses comme ça qui n'ont pas forcément été vues par les consommateurs, mais qui avaient été développés bien avant le développement de ce moteur. Non, mais ça répond très bien à ma question du sens, puisque ma réflexion, enfin, ce sur quoi tu m'as repris, illustre bien, en fait, ce pourquoi on connaît Mavic. On connaît Mavic pour la roue, mais effectivement, il y a eu des essais de transmission électronique, il y a eu des dérailleurs, enfin de transmission tout court, mais il y a eu plein de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on connaît Mavic pour la roue, mais à titre perso, je pense il y a pas de limite à ce qu'une marque ou une entreprise est capable de faire. Simplement, c'est tout la question du sens, de pourquoi est-ce qu'on le fait et de quelle cohérence, comment ça s'intègre en fait dans un portfolio et dans un catalogue, on va dire. Donc, Ouais, tout à fait. c'est bien que tu nous rappelles justement ça. C'est des accessoires et des composants pour la pratique du vélo. Mais il est évident qu'aujourd'hui, et sans mauvais jeu de mots, la roue reste le moteur de Mavic. Donc, c'est un très mauvais jeu de mots. En tout cas, évidemment, la roue reste la ligne de produit qui fait vivre Mavic. À côté de ça, on a aussi tout l'équipement du cycliste, chaussures, casques, vêtements, qui est en phase de reconstruction aussi après la sortie du groupe Salomon. Si tu veux, on pourra réaborder ce sujet juste après. Mais voilà, le moteur était quelque chose en gestation, comme tu l'as dit, depuis longtemps. Ouais. Quand nos nouveaux propriétaires, le groupe Bourrelier, quand ils sont arrivés, ils ont vu ce qu'on avait fait et ils avaient le choix de tout laisser tomber, de revendre les brevets, les actifs qu'on avait déjà mis en place. Mais ils se sont dit non, 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 il y a un truc à faire là-dedans, on veut y aller. Donc c'est effectivement très différent de la roue.
parce que notamment, c'est pas un produit qu'on vendra à des cyclistes directement, à des consommateurs, j'aime pas bien le mot, mais c'est comme ça que c'est le plus compréhensible, mais qu'on vendra à des fabricants de vélos pour qu'ils puissent l'intégrer sur leur vélo. Donc c'est un produit un petit peu différent de la roue qui se vend à peu près à 50-50 entre la première monte et la vente directe au détail. Donc oui, il y a un challenge bien différent, mais on a la conviction qu'on apporte vraiment quelque chose à l'histoire, à la technologie, au vélo électrique, et que rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller et d'y passer du temps, de l'énergie et de l'argent. Ouais. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas encore découvert le moteur Extend, est-ce que tu peux nous rappeler son principe, ses caractéristiques et voilà, nous dire un petit peu ce que c'est que ce moteur, où est-ce qu'on en est aussi, Alors, et c'est quoi les ouais. futures étapes? Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer d'être synthétique. Donc, ce moteur, ce n'est pas un moteur dans la roue arrière. On pourrait l'attendre pour Mavic, parce que on sait, on a mesuré, on sait qu'un moteur dans une roue arrière n'est pas la meilleure des manières d'avoir un moteur qui a un bon rendement et qui se comporte correctement. Pareil, il déséquilibre un petit peu le vélo, donc c'est pas forcément la meilleure des manières. Donc, par contre, un moteur pédalier, c'est ce qu'on a développé, et c'est un moteur qui est extrêmement compact, puisqu'il va pouvoir tenir dans une boîte de pédalier juste un petit peu surdimensionnée. Il fait 87 mm de diamètre. Vous voyez, ça fait un peu, c'est gros comme ça en diamètre, donc c'est vraiment pas grand-chose. Le cadre, on n'a pas besoin d'être coupé pour pouvoir être intégré sous le cadre. Mais il faut juste que le boîtier de pédalier du vélo soit un peu plus gros, comme vous imaginez insérer des roulements dans le cadre. Ben là, c'est juste un peu plus que les, je sais pas combien font les 30 ou 40 mm d'un roulement. C'est 86 mm, mais le cadre peut rester fermé dessous. Ce bloc moteur fait 1,2 kg quand la plupart des concurrents sont entre 1,8 kg et 3 kg. Il est relié à une batterie qui est très compacte pour 360 Wh et qui rentre dans le tube diagonal, dans la dimension d'un tube diagonal classique. On les voit aujourd'hui, ils sont assez massifs, même quand les vélos sont pas électriques, donc ça rentre dedans très facilement. Un petit bouton de commande du côté à côté de la potence sur le tube supérieur, et puis 3 niveaux d'assistance pour gérer ça. Moteur donc extrêmement léger, l'ensemble fait à peine plus de 3 kg. Ce qui veut dire qu'avec très peu de changements sur le vélo lui-même, parce qu'il faut voir aussi que beaucoup de moteurs aujourd'hui, la plupart des moteurs, même tous les moteurs en moteur pédalier, obligent à reconcevoir complètement le cadre et donc à l'alourdir, puisqu'il est complètement ouvert. Il faut suspendre le moteur sous le cadre. Et puis pareil pour la batterie. Nous, on est à l'intérieur d'un cadre qui est quasiment équivalent. Donc les prototypes de cadres qu'on a travaillé avec BMC sont quasiment au poids, à quelques centaines de grammes près, au poids d'un cadre musculaire. Donc, quand on rajoute nos 3 kg de moteur, y compris capteur de puissance et les boutons de commande, etc., on arrive à faire des vélos qui sont largement en dessous des 10 kg. Je pense en s'excitant même un petit peu, voulant faire un challenge du vélo électrique le plus léger au monde, on arriverait facilement à faire un 8 kg quelque chose, 8 kg 8, 8 kg 9. Mais voilà, sinon nos vélos de démonstration sont à 9,7 kg pour la plupart, donc sans trop forcer sur les accessoires hyper light. Le rendement est fabuleux et du coup de tout ça découle une autonomie qui est énorme. J'ai rediscuté justement avec Jean-Pierre Mercal la semaine dernière qui est parti faire un petit tour. Il a fait 2500 mètres de dénivelé en utilisant que un petit peu plus de 50% de la batterie. Alors Jean-Pierre est léger, donc il faut extrapoler ça sur quelqu'un aussi, qui ferait 75 20 kg. Ça change rien en fait d'avoir les cannes. Ça change rien puisque le moteur il envoie vraiment une proportion de la puissance du cycliste. D'accord. Donc, quand on met 100 watts et qu'on est sur le mode 100%, on récupère 100 watts de plus. Donc, on double son truc. Et si on met que 50 watts, le moteur donnera que 50 watts. Donc, finalement, la puissance qu'on y met n'a pas grand-chose à voir avec l'autonomie, mais c'est surtout le poids, en fait, le poids embarqué, le poids du cycliste qui va faire une petite différence. Mais globalement, avec ce moteur, tout le monde est capable de faire entre 2500 et 3500 mètres de dénivelé. Ce qui est énorme par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et tout ça dans un vélo dont les caractéristiques de roulage, dont la qualité de pilotage est très très peu chamboulée. Et un des derniers avantages, c'est que sur un vélo, on roule régulièrement au-dessus de 25 km/h. Je pense qu'on a tous fait l'expérience sur un vélo électrique. Quand on arrive à 25 km/h, on se trouve face à un mur. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'arrêter de pédaler pour pouvoir ralentir un peu et se laisser porter par le moteur. Avec notre moteur, c'est pas du tout ça. On dépasse les 25 km/h sans s'en rendre compte.
le moteur se débraye, puisque c'est la législation qui l'impose, et on continue à accélérer jusqu'à 30, 35 km/h, peu importe comment chacun est capable de rouler sur un vélo avec un bon rendement. Donc c'est vraiment ça la grosse différence, c'est que ça va faire un vélo normal qui peut être boosté par moment quand on en a envie par un moteur. Ok. Donc c'est super intéressant sur le papier. Alors c'est un modèle qui est en proto. En fait, on en est où là de la version enfin, c'est quoi le stade de développement Donc là? si on était dans l'automobile, on dirait qu'on a un proto B. Ça veut dire qu'on a un proto fonctionnel. Hmm. On sait qu'on est capable de le produire à grande échelle. Il a été pré-industrialisé. On sait comment faire pour le produire à plus grande échelle. On a validé aussi son fonctionnement en termes de durabilité et de fiabilité. Depuis 2 ans maintenant, plusieurs vélos sont en test. Une dizaine de vélos sont en test. On doit approcher maintenant des 130 ou 140 000 kilomètres d'essais en cumulé. Donc c'est quand même considérable pour juste des prototypes. Mais voilà, et on arrive à ce moment-là où maintenant il faut passer la prochaine vitesse. Et la prochaine vitesse, c'est l'industrialisation à grande échelle, qui nécessite beaucoup d'investissement et qui du coup nécessite beaucoup de ressources que Mavic, comme je le disais tout à l'heure, en tant que petite entreprise aujourd'hui dans le monde du vélo, ne peut pas faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à faire un petit peu de bruit ces derniers temps, à faire ce lancement début avril, cette annonce presse, pas vraiment un lancement, c'est plus une annonce aux médias et au monde du vélo en général, et même au monde de la technologie au sens large, Et même au on a monde de l'industrie d'une manière générale. tout à fait, exactement. On a là une technologie assez révolutionnaire, mais qui demande des investissements industriels et des investissements financiers. Et donc, du coup, on est à la recherche de partenaires de ce type-là. D'accord. Est-ce que Pour vous pouvoir êtes continuer toujours à la l'histoire et aller recherche sur le de marché d'ici 2 ans. Pardon, Est-ce oui. que, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de partenaires financiers? Est-ce que, par exemple, les auditeurs qui nous écoutent dans Roue Libre, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent participer encore à ce projet, à cet élan, s'ils sont dans l'industrie et qu'ils veulent, voilà, et qu'ils veulent encourager ou même accompagner ce projet? C'est pas, on n'est pas on fait pas du crowdfunding. Bien sûr, non, mais justement, on parle d'investisseurs, hein. Mais par contre, si effectivement quelqu'un, un industriel ou un investisseur nous écoute et qu'il est intéressé par cette aventure-là, il n'y a aucun problème, il peut rentrer en contact avec nos équipes et on sera content d'étudier sa proposition, bien entendu. Bon, vous m'enverrez un mail et puis je vous mettrai en contact. Ouais, ok. Mais c'est vrai que depuis cette annonce, donc les premières publications sont apparues mi-avril, on a énormément de sollicitations, ce qui nous conforte dans notre choix de technologie, dans notre positionnement, parce que beaucoup de personnes s'intéressent à un positionnement comme celui-ci, qui est assez unique. On a conscience que c'est pas lui qui va drainer la plupart des volumes du marché, mais pour nous, ça suffira si on prend déjà une petite pourcentage du marché parmi les plus. Alors, on pourrait parler des plus sportifs parce que notre moteur s'adapte très facilement à un vélo de route, à un vélo gravel. Sur le VTT, ça nous demande de faire encore quelques tests parce que l'utilisation est quand même différente. Donc, ça, on n'a pas pu trop approfondir, mais on ne se fait pas de soucis. Ça doit marcher de la même manière. Ça peut faire aussi un vélo urbain léger. C'est pareil, hein, les vélos Bien urbains sûr. dans les grandes villes, tu connais un peu. Hein, le vélo, il est lourd à trimballer. S'il faut le monter au 3e étage parce qu'on ne veut pas le laisser dehors, c'est compliqué. Bah là, d'un seul coup, on arrive avec quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, il y a des cas d'utilisation de ce moteur un peu dans toutes les pratiques. Et même si on a conscience que ce ne sera pas le plus gros des volumes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les vélos électriques, la plupart des gens ont pris l'habitude, on s'assoit dessus, on tourne un petit peu les jambes et puis le vélo fait le reste. On n'est pas dans cette philosophie-là. On est quand même sur un vélo sportif. Et donc, pour tous les sportifs qui voudront avoir cette petite aide supplémentaire, et ben, notre moteur sera totalement idéal. Je prends souvent un cas, si on est capable de s'entraîner aujourd'hui pour faire une cyclosportive comme la Marmotte, par exemple, de faire 5000 mètres de dénivelé, c'est déjà bien, c'est déjà énorme pour beaucoup. Faire un tour du Mont Blanc qui rajoute 3000 mètres de dénivelé, qui rajoute une centaine de kilomètres, un peu plus même, ça devient inaccessible peut-être pour certains. C'est un peu mon cas perso. On pourra mettre ça à n'importe quelle échelle. Et ben grâce au moteur, je pourrais le faire.
C'est comme ça qu'on raisonne, en fait. C'est de se Ouais, dire, ouais. il y a peut-être des gens qui ont envie de faire la marmotte, mais au bout de 2000 mètres de dénivelé, ils sont cuits. Et ben, grâce au moteur, ils pourraient faire tout le parcours de la marmotte. Et on Hmm. peut mettre ça, encore une fois, à n'importe quelle échelle. J'aimerais Ouais. bien faire, je prends Annecy, un tour du lac par le Semnoz et la Forclaz. J'en ai pas la force par moi-même. Et ben là, on peut le faire et passer par des endroits extraordinaires. Ben, c'est ça que, enfin, c'est là où je trouve super intéressant le développement de produits comme celui-là, où pour le moment on se dit, pour parler du post LinkedIn qui est mon expérience à moi, où j'ai parlé du moteur et quand quand j'ai vu les réactions que ça avait suscité, nombreuses et variées, Mhm. bah on a des réactions qui sont oui, mais on n'en a pas besoin, pourquoi faire? Il y a déjà suffisamment de moteurs qui existent comme ça. À quoi bon? Ouais, Et c'est jusqu'où effectivement. s'arrêteront-ils? Ouais, en fait, on entend effectivement ça. C'est encore un truc dont on n'a pas besoin. C'est est-ce que cette recherche de toujours plus, toujours plus, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour ou contre le vélo électrique? Bon, on n'en est pas là. Hmm. C'est pas la discussion aujourd'hui. Quand on commence le développement de ce projet et qu'on continue aujourd'hui, on a répondu à toutes ces questions. On sait très bien notre positionnement. On connaît le potentiel marché. On l'a bien étudié. Et on n'est pas en train de séduire des investisseurs en leur disant, regardez, on va être le nouveau Bosch. Non, pas du tout. C'est pas, on n'en est pas là. Mais on sait qu'il y a une frange de la population cycliste qui sera hyper intéressée pour avoir cette technologie. Oui, Et donc, c'est à eux qu'on va s'adresser. et en même temps, euh, enfin, il y a des précédents dans la création de produits où il y a des gens en fait qui ont eu une vision et qui se sont dit, bah attends, on va essayer, on va créer ça, et en fait, on va créer une sorte de besoin dont et on va se rendre compte qu'en fait, les gens se rendaient pas vraiment compte qu'ils en avaient besoin. Alors, bon, j'ai en tête nos amis de chez Apple avec l'iPad, par exemple. C'est un produit où s'ils avaient demandé, en fait, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire un iPad? Non, pas du tout. Mais ce que je me dis, c'est, euh, on n'a pas encore tout exploré dans le monde du moteur et du vélo assistance électrique. Et comme tu le disais, euh, c'est plus pour ou contre le vélo à assistance électrique et le VAE, c'est pour les vieux et les handicapés, comme on entendait il y a 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, je vois des athlètes, des pilotes en Coupe du Monde en Coupe du Monde de descente faire des reconnaissances de piste avec des vélos à assistance électrique Mhm. parce que, bah, en fait, ils se préservent, parce que ils peuvent reconnaître un parcours sans taper dans leurs ressources, dans leurs réserves. Tu me parlais de faire un parcours de la Marmotte ou du Tour du Mont Blanc. Tu vois, moi, ça me donne une idée. Ce matin, je regardais une vidéo de la Transvésubienne. Tu vois, c'est une course à laquelle je suis en train de me dire que je vais finir par participer parce que je me suis fait prêter un vélo par les amis de chez Decat et que je suis tombé dans une espèce de traquenard parce que finalement, en fait, je vais devoir la faire, cette course. Bref. Mais quand tu vois le dénivelé et tout ça, tu te dis, mais tu perds tu perds du jus, mais tellement. Et c'est vrai qu'avec un vélo euh, sur lequel on va rajouter finalement peu de poids, avec un moteur très compact et léger, bah, on va pouvoir prendre du plaisir, piloter, faire des reconnaissances, faire du vélo, juste en y laissant un tout petit peu moins de jus. Et, et, Ouais. et je pense que comme ça, il y a plein de perspectives qui peuvent s'ouvrir et, euh, et, et on n'est pas que, et je pense que c'est pas que, tiens, tu veux un vélo assistance électrique et tu es obligé de te coltiner un vélo à 25 kilos, même si aujourd'hui on a des vélos assistance électrique full power qui tombent sous les 19 kilos, mais ça reste 10 kilos de plus enfin 10 ou un petit peu moins, mais ça reste pas loin de 10 kilos de plus qu'un vélo normal. Enfin, La transvésuvienne est peut-être un bon cas d'usage au VTT, justement, parce que c'est une épreuve extrêmement exigeante techniquement, aussi bien à la descente qu'à la montée, où il y a des portages, où à la descente, il faut pouvoir garder un vélo qui se pilote bien, ou comme on en a l'habitude. Et ça, ce sera un super cas d'usage pour notre moteur externe, parce que du coup, on sait que notre moteur, il rajoute pas grand-chose en poids et il change pas l'équilibre du vélo et ses capacités intrinsèques. Donc, ce serait génial.
Bon, bah du coup, si ça sort d'ici le mois de septembre, tu me dis, et puis peut-être que j'irai faire une reco. Ce sera encore un peu jeune. En fait, c'est vrai que pour le VTT, il nous manque pas grand-chose pour pouvoir entamer des essais, mais c'est vrai que notre positionnement était plus adapté au départ à un vélo de route, et c'est ça qu'on voulait déverminer, donc, aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde déjà sur le VTT, donc route et gravel. Et donc, c'est des prototypes de cadres qu'on a fait en partenariat avec EMC. Et pour passer à la vitesse supérieure sur le VTT, bah, il nous faudra aussi des vélos pour pouvoir tester. Mais là, c'est encore une autre affaire parce qu'il faut intégrer, il faut développer un cadre spécifique pour ça. Ça viendra. J'en suis Ok, convaincu que ça viendra. très très bien. Ça fait une longue parenthèse sur ce moteur, mais encore une fois, il a fait tellement de bruit que euh, non pas à l'usage, mais lors de la communication qui a été faite, Son annonce. a très très bien fonctionné, donc très très bien. Je pense que ça, c'était bien de prendre un petit peu de temps pour en parler, puisque c'est un sujet qui est chaud et qui intéresse du monde. Mais on a d'autres sujets qui sont tout aussi passionnants, sur lesquels tu es tout aussi compétent, voire peut-être même encore un peu plus, qui est le sujet de la roue, quand Mhm. même, sur lequel tu en connais un rayon. Merci, ça c'est fait. Ouais. Ouais. Euh, donc là, comment est-ce qu'on peut attaquer ce sujet? Tu m'as dit qu'il y avait des sujets sur lesquels tu voulais rebondir là, et des choses dont on avait parlé avec Bastien. Peut-être que tu voulais compléter sur peut-être des mythes, des choses qu'on peut apprendre sur la roue encore. En fait, effectivement, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Bastien et j'ai pas appris beaucoup de choses parce que je connais déjà ses positions, les positions de Zip, et puis sur beaucoup de ces éléments de rendement global d'une roue, d'efficacité globale du vélo et d'une roue en particulier, on se rejoint tout à fait. On fait à peu près les mêmes études au même moment. Hum, On travaille sur les mêmes choses, que ce soit un coup sur l'aérodynamisme, un coup sur le rendement vraiment intrinsèque du pneu, sur les rigidités ou d'autres choses dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, justement. Mais du coup, ouais, c'est pas la peine de faire une redite par rapport à ce qu'a déjà dit Bastien. On est en phase totalement. Arrêtons de croire, comme tu le disais en introduction, qu'un pneu fin va plus vite, qu'un pneu très gonflé va plus vite. Au contraire, mettons des pneus plus larges. Pour la plupart d'entre nous, ce sera très bien. Alors, il faut y aller progressivement parce que je comprends bien quand on est habitué à 125 et on entend encore, nous, parmi nos clients, des gens qui nous disent ouais, vous m'avez déjà forcé, l'industrie m'a déjà forcé à passer sur du 25 alors que j'étais bien avec mon 23. Bon, bah, du coup, il faut y aller progressivement, 28, 30, 32. Petit à petit, les choses vont se mettre en place, hum, même en France. Et là-dessus, c'est vrai que tous les pays n'évoluent pas à la même vitesse. Et ben, notamment, les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous dans l'adoption de ces pneus larges et de ces jantes larges. Quand en France ou en Europe du Sud, ça allait un petit peu moins. Donc, nous, en tant qu'entreprise globale, on se doit aussi d'évoluer avec nos clients. Mais par contre, effectivement, je rejoins Zip et Mavic, on va dire, rejoint Zip sur ces critères-là. Effectivement, plus de volume d'air, moins de pression, donne généralement plus de rendement. Il y a une chose qui a peut-être pas été très très bien expliquée la dernière fois. En fait, ce qui est important pour le pneu, c'est pas tellement la pression, mais c'est le rapport entre pression et section du pneu. hum, Et tout ça, c'est la rigidité du pneu, c'est-à-dire quand on appuie dessus, quand on pousse son pouce dessus, comment on va le sentir. Et effectivement, dans un pneu très large, un pneu tu roules en combien, tu disais, de 40, 45, 47. je me souviens plus, 47, pneu de 47, déjà quand il est gonflé à 3 bars, ça paraît faible, mais il va avoir la même rigidité, voire une rigidité supérieure à un pneu de 25 gonflé à 7 bars. En fait, nous, on appelait ça le sag. C'est con, Ah, hein, ok. le sag pour des pneus. Donc, c'est la Hum, même chose que pour la suspension, c'est-à-dire tu montes sur ton vélo et juste en restant immobile sur ton vélo, tu vois de combien s'enfoncent les pneus. Et donc, forcément, on va pneu avant, pneu arrière, on va pas s'enfoncer de la même manière. Donc, d'où des pressions qui doivent être différentes à l'avant et à l'arrière. Et ce sag, nous, on a déterminé qu'il était optimal quand il est aux alentours des 15%, c'est-à-dire quand le pneu s'écrase d'environ 15% de sa hauteur. Là, on a une empreinte au sol qui est optimale. Et c'est ce 15%-là qu'il va falloir trouver et ajuster en fonction de la taille de son pneu et de la pression qu'on met dedans.
Donc un pneu de 47 pour avoir ces 15%, j'ai pas le détail en tête, mais pour un poids de corps aussi, hein, forcément, qui est forcément lié à ça, de, disons, 75 kilos. Je pense qu'à 2 barres, on est largement là-dedans. Et donc, si on veut gagner tout le rendement qui est promis par et l'efficacité qui est promise par ces gros pneus et ces faibles pressions, c'est ce sag-là qu'il faut arriver à trouver et à ajuster en fonction de son terrain, en fonction de sa volonté. On peut dire 10% si on a un compétiteur et qu'on veut vraiment aller à fond, et encore, je suis même pas sûr que ce soit vraiment bénéfique. On peut dire 20% si on est vraiment axé sur le confort et la longue distance et l'économie de fatigue. Donc tout ça, oui, on va se rejoindre clairement avec Bastien, mais sur des solutions un petit peu différentes. Mais alors, la vraie question, c'est comment on trouve ça? Parce que autant sur une suspension, donc le sag, donc c'est ce taux d'enfoncement de la suspension quand le pilote se positionne sur le vélo. Ça, c'est assez facile à déterminer puisqu'on a des repères et que c'est assez simple. Mais sur un pneu, comment on fait? En fait, sur un pneu, c'est plus difficile à mesurer parce qu'effectivement, tu peux pas mettre un petit ressort pour dire un petit joint pour dire de combien s'est enfoncé ma suspension. Déjà, il faut le déterminer. Le 15%, il sort pas du chapeau. Donc tout ça, on a depuis. En fait, ça date de l'époque où on s'est dit tiens, et si on faisait des pneus? C'était à la fin des années 2000. Bastien disait qu'il avait aussi commencé à travailler un petit peu sur ce sujet-là avant de partir. Effectivement, c'était le moment en charnière où il est parti. Mais depuis, donc, on avait bien évolué les choses. Et donc, nous, on s'était mis en tête de faire du wheel tire system, un système de roues et de pneus. On a eu quelques brevets assez farfelus, mais qui auraient pu donner des choses assez sympathiques pour révolutionner complètement l'accroche du pneu sur la jante. Au final, les technologies n'étaient pas prêtes, donc on a décidé de ne pas y aller. Tu peux nous donner un ou deux exemples de trucs qui sortiront jamais du carton, mais qui étaient assez fous? Là, pour le coup, c'était une jante sans crochet, donc qui ressemblait à une jante à boyau, donc avec un fond assez plat, et qui avait des petites encoches sur les côtés dans lesquelles on venait clipper des tringles de pneus vraiment spécifiques. Et donc tout ça nous amenait à avoir les avantages du boyau et du pneu mélangé, mais sur un système beaucoup trop propriétaire, avec des limites liées à la technologie, surtout sur le pneu, mais aussi sur la jante. Donc du coup voilà, c'est des choses sur lesquelles on a bossé et on s'est dit non, finalement là on va oublier. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça dans l'histoire de Mavic où on bosse pendant un moment, on a des idées un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis on décide d'y aller ou pas. Et donc, ça donne des choses que les gens ne verront jamais, ou ça donne des Mectronic ou des Extend, qui sont Mectronic, mauvaise expérience. Premier dérailleur électrique qui a bien fonctionné. On a vraiment débroussaillé le terrain pour Shimano à l'époque. Et ils sont venus d'ailleurs voir chez nous un petit peu comment ça marchait. Et puis après, un flop commercial pour différentes raisons. Mais ça donne aussi la roue système, que personne aujourd'hui ne remet en cause, à part les monteurs de roues, parce que chacun son domaine. Mais la roue système que fait aujourd'hui DT, Fulcrum, Shimano, Kampa, toutes les NV dans une certaine mesure, et d'autres que j'oublie. Ça a été une des grosses innovations de Mavic au début des années 2000. Quand tu dis la roue système, très rapidement, pour clarifier la notion, roue système en opposition avec je me monte mon cercle, mes rayons, mon moyeu. C'est ça? Oui, exactement. Exactement. Chose que propose encore beaucoup de monde, et on travaille d'ailleurs avec certains de ces monteurs de roues, Asterion ou plein d'autres. Asterion parce qu'ils sont pas loin et que c'est des amis, je les connais bien. Et qu'on salue. Et qu'on salue. Donc voilà, et donc chacun son métier, chacun son positionnement. Nous, depuis les années 2000, on fait des roues système. On fait une roue où chaque composant est réfléchi en fonction de ceux avec lesquels il va être assemblé. Donc le moyeu, les rayons et la jante sont vraiment faits pour fonctionner en symbiose. Et c'est ce qui donne des roues, alors vues, on va dire industrielles, parce qu'effectivement fabriquées à grande échelle, mais qui restent quand même toujours montées à la main et réglées à la main, comme le font les artisans, mais parfois même mieux, puisqu'avec des outils industriels qui assurent une répétabilité intéressante de tous ces montages-là, quels que soient les opérateurs. On n'est pas lié que à la qualité et à la compétence d'un opérateur. Bref, on s'est un petit peu égaré là-dessus, mais oui, voilà, on fait des roues système. Et donc, pour améliorer encore ce système, on s'est dit, maintenant, l'étape d'après, c'est d'y intégrer le pneu. Donc, avec des choses qui sont pas sorties. Et puis après, donc on a contribué à remettre un petit coup de boost sur le tubeless sur la route. Et on a beaucoup travaillé sur justement les histoires de normes.
pour offrir une norme à toute l'industrie, parce que jusque-là, il y a une norme européenne qui s'appelle le TRTO, qui est plus ou moins respectée par les fabricants européens, mais les Américains ou les Asiatiques, eux, bah, ils font un peu avec, un peu sans. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que cette norme soit intégrée dans les normes ISO pour que chaque fabricant de jantes sache à quoi s'en tenir en termes de dimension et que chaque fabricant de pneus sache aussi comment développer ses diamètres et rigidités de tringles pour que le pneu se monte facilement sur toutes ces jantes-là. Plutôt que d'avoir des jantes de diamètres différents. On ne parle pas de centimètres d'écart, on parle de millimètres, mais juste 1 millimètre d'écart sur un développé de jante peut déjà faire une différence importante sur la facilité à monter le pneu. Donc nous, Et on a que été beaucoup celui qui là-dessus. n'a, pardon, mais que celui qui n'a jamais Ouais, vas-y. dit, non mais attends, les pneus, j'en sais rien, je donne un exemple, les pneus Michelin sur les jantes Mavic, waouh, enfin, et alors enfin, c'est sûr que il y avait besoin d'un standard, quoi. Il y avait besoin de que les gars vous mettiez d'accord sur, bon bah ok, faites des bonnes tailles de jantes et faites des bonnes tailles de pneus, quoi. Tout à fait. Et donc, nous pose justement souvent la question là-dessus. Il y a effectivement deux organismes de normes qui fonctionnent un petit peu différemment. C'est l'ISO d'un côté, donc, qui est une norme internationale et qui doit être appliquée par l'ensemble des acteurs au niveau mondial. Et puis la norme ETRTO, c'est le E de European, European Tire and Rim Technical Organization, pour dire ce que veut dire l'acronyme complet. Et donc ça, c'est plutôt les entreprises européennes qui sont là pour le faire. Et donc notre travail depuis pas loin de 10 ans maintenant, c'est qu'une personne de chez nous, qui travaille au service qualité, a pris en main ces groupes de normes, les a fait discuter entre eux, a fait en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs de l'industrie qui rejoignent ces groupes, l'un ou l'autre, peu importe, on n'est pas sectaire, on s'en fiche que ce soit le TRTO ou l'ISO, mais il faut que tous les grands acteurs du monde du vélo qui fabriquent des jantes ou des pneus viennent rejoindre ces groupes de normes, et donc c'est ce qui a été fait, pour qu'on puisse se mettre d'accord enfin sur des dimensions de jantes. On parle de hauteur sous crochet, on va dire de diamètre de la jante, à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sans schéma, ce serait compliqué. On parle de largeur également. On parle d'avec ou sans crochet, tout ça est inclus dans ces manuels. Et puis ensuite, on donne tout ça aux fabricants de pneus qui, eux, peuvent faire ensuite leur popote chimique pour dire maintenant, je vais faire un pneu avec telle rigidité ou tel diamètre sur mes tringles qui va pouvoir se monter sur la jante en question avec le moins de difficultés possible. Tout ça avec quelques dispersions qui font qu'on n'est pas à 100% de facilité de montage dans tous les cas, mais au moins on a des éléments de référence. Tout le monde maintenant a des éléments de référence pour s'y reporter. Okay. Donc ça nous donne des jolis tableaux qui sont mis en place sur pas mal de sites internet pour expliquer quelle largeur de jante peut accueillir quelle largeur de pneu. En gros, quand j'ai une jante plutôt de 21 mm, quelle largeur de pneu je peux mettre dessus. Donc là, c'est tout expliqué dans la norme. Mais ce que la norme n'a pas réussi à mettre en place, et là, je vais reboucler sur mon SAG, sur mon sac du pneu, on y revient. Ce que la norme n'a pas réussi à mettre en place, c'est dire à quelle pression, quelles sont les pressions maximum ou les pressions d'usage recommandées pour chacune de ces configurations de pneus. Donc nous, on a fait nos devoirs, nous chez Mavic, on a fait nos devoirs dans ce sens-là. Il y a le tableau générique qui dit sur telle largeur de jante, vous pouvez monter telle gamme de pneus. Et nous, on y a ajouté à tout ça des pressions maximales d'utilisation et des pressions recommandées aussi pour avoir le bon niveau de performance. Ouais. Parce que aussi, il y a la carcasse du pneu, il y a plein de trucs, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur le pneu et qu'on ne maîtrise pas nous. C'est pour ça que c'est facile de donner un maximum, parce que nous, on s'engage à dire que si vous gonflez ce pneu à telle pression sur cette jante-là, on vous assure que ça ne déjantera pas. Par contre, après, le niveau de performance, lui, il va être lié à plein d'autres choses. Et effectivement, la souplesse de la carcasse, comment les flancs vont se déformer en fonction justement d'une largeur de jante, ça, c'est plus délicat à mettre en place parce qu'il y a des combinaisons infinies. Donc, on peut donner des recommandations générales et après, ce sera à chacun de faire son expérience basée sur ces recommandations, de dire moi, je me sens bien comme ça, donc ça me va, ou alors je préfère gonfler un peu moins ou un peu plus, mais ça, c'est à chacun de faire son expérience. Et alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui, justement, sont pas des experts de la roue et des experts du pneu et qui, pour le moment, suivent les recommandations
qui peuvent être sur les forums ou même la recommandation marquée sur le flanc du pneu, genre max 11 bars, et qui gonflent à 11 bars et qui se disent ouais, c'est bon, là je vais vite. On a Alors entendu ça, le discours de Bastien, euh, ouais. euh, parce que c'est difficile. Là, tu nous as donné quelques clés en disant, bon voilà, c'est à chacun d'affiner et tout ça, mais comment est-ce que justement chacun peut essayer d'affiner, peut essayer de tâter un peu le terrain? Tu nous disais, dans un coup de fil qu'on s'est passé un petit peu avant, tu me disais, oui, mais euh, tout ça dépend aussi beaucoup de la largeur de la jante, de la largeur du pneu. La pression doit dépendre aussi beaucoup de ces paramètres-là. Euh, c'est beaucoup plus fin. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Comment est-ce qu'on peut déchiffrer ça pour les non-experts? Alors, déjà, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Tu parles de pression basse indiquée sur le flanc des pneus à 11 bars. Les choses ont beaucoup évolué. C'est plus le cas maintenant. Généralement, on est revenu sur des choses beaucoup plus raisonnables, déjà parce que les pneus sont plus gros. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 11 bars, c'était valable pour un pneu de 21 à l'époque. Et quand on va mettre 8 bars, ce qui est déjà beaucoup dans un pneu de 25, on aura la même dureté du pneu, ce même sag quand on va s'asseoir dessus, quand on va s'asseoir sur le vélo. Donc les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, on est quand même sur des pressions largement plus basses. Le tubeless fait changer la donne aussi. Et après, pour répondre à ta question, comment chaque cycliste doit faire son expérience et trouver le bon niveau de performance, bah, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je dirais là-dessus, partir sur le rendement, enfin, sur la préconisation qui est sur le flanc du pneu ou le flanc de la jante et prendre le plus haut des deux, parce que après, c'est une histoire de sécurité. Et puis ensuite, partant de là, bah, se dire je suis bien, je suis pas bien, je trouve que je me fais trop secouer, ou au contraire, je trouve que je vais pas assez vite. Et puis on augmente ou on diminue un peu la pression en fonction de ça. Ça reste très empirique. Et je pense qu'il y a trop de variables aujourd'hui, que ce soit sur le pneu ou la jante, pour pouvoir se permettre d'être catégorique sur une Bien recommandation, sûr. malheureusement. Non, mais tu vois, justement, ce qu'on disait avec Bastien et l'expérience qu'on a tous vécue, c'est non, mais fais-toi mal, quoi. Fais-toi mal et tu vas aller vite. Non, mais enfin, c'est c'est marrant et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ça prête à sourire aujourd'hui quand on le dit comme ça, mais c'était un peu cette conception de dire, bah attends, plus tu vas gonfler ton pneu béton et en fait, plus tu vas aller vite. Et donc, bah oui, t'auras mal, mais au moins tu vas aller vite. Donc, et à l'inverse, ce que nous dit, ce que nous dit Sébastien, c'est bon bah nous sur les routes du Paris-Roubaix, on a pété des jantes parce qu'on a demandé aux équipes pro de descendre au maximum. Donc, quel peut être justement le juste milieu entre je me fais mal parce que je gonfle mon pneu au max de la préconisation et je descends ma pression de manière si basse que je vais péter des jantes. Comment est-ce que je peux trouver le juste milieu? Quel repère je dois me fixer en ayant aussi en tête que je suis plus obligé de souffrir pour aller vite. Justement, on peut pas recommander à quelqu'un de baisser d'un seul coup sa pression et puis d'aller taper des nids de poules et de casser sa jante. Ça, effectivement, on peut le faire avec des équipes pro parce qu'ils sont à la recherche de la performance ultime et puis parce qu'on est un partenaire technique et financier d'un team. Donc oui, on y va, nous aussi, faire des essais. Et puis tant pis s'il faut sacrifier au passage quelques jantes. Mais malheureusement, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas possible. Donc, à part diminuer petit à petit sa pression jusqu'à se sentir bien à l'aise, et puis je sais pas, après effectivement rouler sur un petit trait de bitume pour voir ce que ça donne, et si on n'a pas l'impression de s'enfoncer trop, passer un trottoir tout doucement pour voir si on ne tape pas la jante. Mais il faut quand même être prudent, ce serait dommage en faisant cette expérience de casser une jante. Ouais. Et puis, ouais, donc en fait, finalement, le conseil assez basique qu'on peut donner, c'est faites des tests. C'est fait Peut-être des tests. Alors après, de prendre on a eu une boucle test et de faire un essai.
Ouais, c'est ça, ouais, ou sur sa sortie classique de tenter des expériences. On a eu, alors on n'est pas les seuls à le faire, et puis nous en ce moment surtout on le fait plus, donc je suis un petit peu gêné pour parler de ça, mais on a eu dans le passé une application sur téléphone Mm. qui permettait, en fonction de tout un tas de critères, de son poids, des conditions climatiques environnantes, de ce qu'on recherche aussi, performance ou confort, de la largeur de sa jambe, de la largeur de son pneu, bien entendu, de est-ce qu'on est en tubeless ou pas en tubeless, et qui donnait une recommandation de pression précise basée sur ces 15% de sag que Mm. j'abordais tout à l'heure. C'est une application qu'on a été obligé d'arrêter pour différentes raisons, mais qu'on va remettre en ligne dans quelques temps. Et Très c'est à bien. peu près là-dessus que se base tout le monde aussi, je pense. Alors peut-être qu'on n'est pas tous d'accord sur le 15%. Peut-être que si on demande si on redemande à Bastien, il va peut-être nous dire, bah, lui, en fait, c'est 18%. J'en sais rien, peu importe. Mais Mm. en tout cas, il y a quand même des recommandations assez générales de la part des fabricants de roues ou de pneus qui sont consultables sur les différents sites. Et donc, ça donne déjà une bonne base. Généralement, les gens D'accord. font des collègues, des confrères font des sérieuses là-dessus. On peut faire confiance. Ok, donc une nouvelle appli qui va sortir, qui permettra encore une fois de donner des pistes, mais pas avec une précision irréprochable, puisqu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Euh, le conseil, du coup, c'est d'y aller avec prudence, parce que si vous avez des pneus en 21 aujourd'hui et que vous descendez de pression, vous risquez, si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de déjanter, de crever par pincement si vous tapez le premier trottoir, mais donc d'y aller progressivement. Ouais. Euh, le Et puis, tubeless. oui, après, faire varier la pression de pneu en fonction de la Hmm, section, ça, c'est un basique. Quand on est, on va arrêter de parler de 21 maintenant, mais on a encore pas mal de gens qui sont sur du 25 et qui se posent la hmm, question de passer sur du 28. Et puis, voir des gens qui sont sur du 28 et qui voudraient peut-être passer sur du 30. À chaque fois qu'on monte d'une section de pneu, il faut baisser la pression automatiquement. Et pourquoi? Parce que simplement, c'est ce volume d'air qui va faire que si on baisse pas la pression, on va juste avoir encore un moins bon rendement parce que le pneu sera encore plus dur. hmm. Donc, dès qu'on monte d'une taille de pneu, baisser la pression, je ne vais pas me risquer en disant d'un demi-bar, mais c'est pas loin d'être ça. En général, 3 millimètres de plus sur le pneu, un demi-bar en moins, c'est déjà une bonne base d'essai. Et alors, qu'est-ce que tu dis à ceux qui ont peur du tubeless? Moi, j'ai des, des, voilà, des gens qui me disent Ah, t'as essayé le tubeless? Moi, je dis Oui, oui, c'est top, c'est confort, c'est tout ça. Ah, je sais pas, moi, j'ai peur. Euh, Alors, c'est là-dessus, quoi ouais. il y a effectivement beaucoup de choses à démystifier. La première chose, c'est que il faut déjà avoir des bonnes jantes tubeless qui sont Hmm. au bon diamètre, des jantes de fabricants dont en lesquelles vous pouvez avoir confiance, qui n'ont pas fait des jantes trop grandes et avec lesquelles vous allez galérer. Ça se contrôle, mais ça, voilà, il faut faire confiance aux fabricants. Pareil pour les pneus. On sait qu'il y a des combinaisons qui sont compliquées. On a eu, bon, je suis obligé de les citer, mais je pense que c'est de notoriété publique, que la première version du GP5000 tubeless était particulièrement difficile à monter, quelles que soient les roues, et peut-être même encore plus particulièrement sur les roues Mavic. Depuis qu'ils ont fait la version des GP5000S TR, la dernière version, tubeless ready, c'est beaucoup plus facile. Par contre, donc une fois qu'on a trouvé la bonne combinaison, et la plupart des combinaisons fonctionnent bien maintenant qu'on a mis en place ces groupes de normes pour se mettre tous d'accord et parler le même langage, la plupart des combinaisons fonctionnent bien. Par contre, il reste un truc primordial, c'est la méthode de montage et de démontage. Quand on parle de ça, généralement, les gens se retournent et disent non, non, mais c'est bon, tu vas pas m'apprendre à monter des pneus. Je monte des pneus depuis 20 ans, c'est pas toi qui vas apprendre comment il faut faire. Est-ce que vraiment tu montes des pneus tubeless, route notamment, depuis 20 ans? Je ne pense pas. Et en tout cas, ça vaut le coup d'écouter simplement ce qu'on a à dire. Et le conseil, enfin, c'est même pas le conseil, mais c'est l'impératif numéro un, c'est quand on monte un pneu tubeless, on termine à le monter par la valve. Que ce soit la première tringle ou la deuxième tringle, on termine à le monter par la valve. Si on fait le contraire, on n'y arrivera jamais, tout simplement parce que la valve, elle empêche le pneu de tomber au fond de la petite gorge centrale qu'ont toutes les jantes tubeless. Si elles n'avaient pas ça, on ne pourrait pas les gonfler. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment terminer à la valve pour que de l'autre côté de la roue et tout autour de la roue, le pneu soit bien au centre de la jante avec les tringles qui tombent au fond de cette gorge centrale. Quand on fait ça, on y arrive dans 90% des cas.
Après, le démon de pneu n'est pas un gros mot. Mhm. On peut utiliser des démons de pneus. C'était pas le cas au tout début du tubeless sur le VTT. Souviens-toi, quand on a lancé ça, on disait, oh là là, non, non, pas les démons de pneus, ça va abîmer les tringles. Ça, à l'époque, est révolu. Mhm. À moins de prendre des couteaux en guise de démon de pneu, on peut y aller tranquillement. Un bon démon de pneu solide en plastique fera largement l'affaire. Mhm. Et donc, si on a bien positionné le pneu à la base et qu'on termine par la valve, ça se passe bien dans 90% des cas. Ok. Mais effectivement, il faut s'entraîner chez soi. Pour pas être Mhm. embêté sur le terrain, il faut s'entraîner chez soi. Il faut l'avoir fait une fois ou deux, il faut avoir monté son pneu. Il y a, je pense, pas pire que faire monter son pneu par son magasin et puis partir sur la route et pas savoir comment ça a été fait. Faites-le vous-même, c'est le meilleur des conseils que je peux donner. Faites l'expérience vous-même et ensuite vous allez voir que ça se passera très bien. Pour le démonter, c'est pareil. Le démonter, on prend Mhm. le processus à l'envers. On commence par la valve parce que c'est là où on a un petit peu de place pour sortir la première tringle avec ou sans démon de pneu et ensuite on y va. On a fait Mhm. pas mal de tutos là-dessus qui sont sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Mavic et j'avoue, elle a un petit peu le bazar, mais il y a des tutoriels, il y a des tutos et notamment il y en a un sur le tubeless. C'est pas parce que c'est ma bugne encore qui en parle, mais Mhm. franchement, à chaque fois que les gens appliquent les précaux qu'on a mis sur ce tuto, ils y arrivent à tous les coups, quoi. Donc, Tu pas de problème m'enverras avec les ça. liens qu'on mettra dans la Ouais, description. pas de souci. Euh, Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté montage. ouais. Après, quand on parle tubeless, il y a aussi, mais est-ce que c'est vraiment anti-crevaison? Non, c'est pas anti-crevaison à 100%. On va arriver à crever. Le liquide préventif va reboucher la plupart des micro-crevaisons, sans même qu'on s'en rende compte. De temps en temps, il y a un trou un peu plus gros qu'un autre. Il ne faut pas hésiter à rouler, et même si on entend le pchit, à continuer à rouler parce qu'à un moment, le produit va faire son effet. Mhm. Si vraiment il ne fait pas son effet, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est des mèches. Parce que Ok. là, ça évite de démonter la roue, ça évite de démonter le pneu. Maintenant, il y a des mèches spéciales route qui se trouvent. Moi, j'utilise du Dynaplug, bon, pas faire de pub. Mhm. C'est vachement bien. C'est des petites, un petit, en forme de grosse pilule. Il y a un Ouais. petit kit de mèche à insérer dans son pneu. Quand on est sur un pneu route, c'est important d'avoir une mèche qui soit pas trop grosse. Sinon, on n'arrive pas à la mettre ou alors on déforme complètement le pneu. Donc ça, c'est assez efficace. Sinon, pour des pneus plus grosses sections, les mèches classiques à mettre sur un bout de fourche et à enfoncer dans le pneu, ça marche très très bien aussi. Et si vraiment il y a une grosse coupure sur le flanc notamment, effectivement, la meilleure des solutions, ça reste le papier de céréales et la chambre à air. Le papier de céréales pour éviter au Mhm. pneu de continuer à se déchirer et à la chambre à air de passer au travers. Et puis la chambre à air parce que bah, c'est quand même le dépannage ultime. Mhm. Mais avec tout Et- ça, on s'en sort. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, quand on part rouler en tubeless, on est à peu près sûr. Enfin, on sait qu'on a moins de risques de crevaison. Mais maintenant, si on a avec soi un kit de mèche, comme avant, on pouvait trimballer des rustines ou des montes pneus, bah, on a un kit de mèche à la place. Et puis une chambre à air parce que ça peut toujours dépanner. Et avec ça, on est tranquille. Mhm. Et alors, le tubeless est quelque chose qui est bien, on va dire, connu et répandu dans le VTT, on va dire. Maintenant, c'est vrai que c'est très, très commun. C'est quoi les arguments du tubeless pour la route? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit oui, non, mais enfin moi, j'ai pas confiance ou pourquoi faire? Autant sur mon VTT, pourquoi pas, mais sur la route, je vois pas l'intérêt. Bah, l'intérêt, il rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les pressions de gonflage et sur arriver à trouver la bonne pression pour maximiser son plaisir à vélo, sa performance ou son confort. Mais c'est son plaisir avant tout. Parce que qui dit tubeless dit quand même pouvoir gonfler à un petit peu moins de pression sans pour autant risquer des crevaisons par pincement. Le fait d'enlever la chambre à air donne plus de volume à l'air et c'est l'air qui est efficace. C'est pas la chambre à air qui est efficace pour le rendement. La chambre à air, souvent, elle est en butyle pour les chambres à air les plus classiques et ça, c'est vraiment néfaste au rendement. Donc, c'est pour ça que quand on l'enlève, on arrive à beaucoup mieux optimiser le côté rendement-confort. Évidemment, on n'a pas les mêmes arguments non plus qu'en VTT avec pression très faible, donc traction bien améliorée. C'est pas exactement la même chose. La pression est un petit peu plus basse, mais c'est surtout ce côté rendement qui va être amélioré. Comme je l'expliquais aussi, on s'affranchit d'une grande partie des crevaisons. Là où une chambre à air aurait crevé, la plupart du temps, le liquide anti-crevaison, il fait son rôle. Et du coup, la crevaison, elle est bouchée avant même qu'on se rende compte que ça est crevé. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Mais par contre, si on n'est pas prêt, effectivement, de temps en temps à salir un petit peu les mains, si on n'est pas prêt à changer ses habitudes de montage du pneu, et ben, il vaut mieux pas passer au tubeless. C'est ça, il faut forcer personne. Bien sûr. Ok, ok. Donc si je résume, le tubeless et la chambre à air,
crèverait à peu près, enfin sensiblement au même moment sur des pins ou un clou ou autre chose. Simplement, le fait qu'on ait du préventif dans le pneu tubeless fait que bah, ça répare le pneu, alors que la chambre à air, elle crèverait. Enfin, on aurait juste à la changer, mais ou mettre une rustine Voilà. dessus. Voilà. Mhm. Donc, 1-0 pour le tubeless quand même. Mhm. Sur les crevaisons par pincement, du coup, comme on n'a plus de chambre à air, du coup, on risque plus de crever la chambre à air par pincement, du fait qu'on a une Voilà. pression plus basse. Oui, on peut quand même couper les flancs du pneu. Hein. Quand ça tape vraiment On- fort, tu le sais très oui, bien, on peut quand même mais, couper les flancs du pneu. Donc là, c'est pas à 100% non plus, mais il y a quand mais même un si tu gros coupes avantage. pardon, mais si tu coupes les flancs d'un pneu tubeless, tu coupes les flancs d'un pneu standard. Oui, Enfin, bien sûr. Oui, oui. voilà. Donc, Oui, donc tout à fait. Ouais, finalement, mais d'accord. là, encore une fois, on a un avantage pour le tubeless. Après, il y a, en fait, finalement, donc le tubeless, je me sens bête quand je dis ça, mais j'ai l'impression que le tubeless n'a que des avantages. Est-ce- parce que du coup, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus confortable par rapport au Je dirais rendement. justement, je dirais pas plus simple. Plus, oui, alors, C'est c'est- c'est pas plus d'accord. simple. Et je dirais que c'est peut-être ça, si on veut dire, effectivement, il y a une meilleure rapport entre performance et confort, entre Hmm. rendement qui est amélioré, etc. Donc ça fait 1-0 pour le tubeless. Il y a une diminution des risques de crevaison, ça fait 2-0 pour le tubeless. Par contre, effectivement, et ça fait 2-1, on est sur des complexités d'usage un petit peu supérieures liées à ce produit anti-crevaison, liées au fait qu'il faut réapprendre entre guillemets à monter un pneu, bien suivre les tutos, les conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Mhm. Mais une fois qu'on s'est affranchi de ça, et ben du coup ce côté simplicité il disparaît. Enfin, le manque de simplicité disparaît et Hmm. donc on se retrouve qu'avec des avantages pour Tubeless. Mais faut avoir envie. C'est pas tout le monde qui aura envie de mettre les mains dans ce type de cambouis et beaucoup Ouais. préféreront continuer à utiliser la chambre à air sans se prendre la tête avec tout ça. Hmm. Il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, la plupart des roues, toutes les roues aujourd'hui sur le marché sont compatibles Tubeless et Tupac, donc Oui. avec chambre à air. Donc il y a aucun problème. Nous, c'est une fonction supplémentaire qu'on apporte au produit et après libre à chacun de l'utiliser ou non. Et nous, on en est des fervents défenseurs parce on est convaincus qu'il y a que des avantages, qu'il y a beaucoup d'avantages, que ce soit sur la route ou Hmm. sur le VTT. Et encore plus en gravel. Oui, alors si vous essayez de monter votre pneu en tubeless, assurez-vous que votre jante et votre pneu sont compatibles. Parce que quand Maxime nous dit tous les pneus toutes nos jantes sont compatibles aujourd'hui, c'est les jantes qui sont commercialisées aujourd'hui. On part quand même du principe que tout le monde n'a pas acheté un vélo au mois de mai 2023 et que évidemment beaucoup roulent avec du matériel qui a été acheté il y a quelques années et donc assurez-vous que votre matériel est parfaitement compatible avant d'essayer de monter un pneu en tubeless sur votre jante qui peut-être ne l'est pas. Ce qui vous Tout à évitera fait. de vous arracher les cheveux dans votre garage avec votre liquide préventif qui pisse un peu partout. Mais c'est vrai que je peux quand même témoigner que une fois qu'on a suivi correctement les instructions et qu'on n'essaye pas de monter son pneu tubeless comme un pneu normal en se disant non mais c'est bon ça va passer voilà euh, eh bien l'expérience elle est top. Hein, Mm. l'expérience elle est top, Tout à c'est fait. simple, c'est confortable, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'entendre son pneu claquer là clac et Ouais. c'est parfait. Je dirais que pour compléter, il y a quand même encore un petit truc. Alors, le liquide préventif, c'est un repoussoir pour certains. Il y a un autre petit truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on a une roue et qu'elle est neuve et que tout va bien avec. C'est le fond de jante tubeless, le fond de jante autocollant. Oui, Ça, c'est bien à neuf, hein, mais je pense que tu l'as déjà vécu. Une fois que ton oui. pneu t'a bien roulé et que le produit il a bien fait son effet et que tu veux démonter ton pneu, s'il y a un bout du tape qui part avec, du scotch qui part avec, il faut refaire toute cette étanchéité-là. Et c'est pas toujours le plus simple à refaire propre. Ça peut être sujet à quelques fuites et quelques énervements. Donc ça, c'est encore une des choses qui est pas au top sur toutes les roues. C'est pour ça que nous, on insiste lourdement sur nos technologies FOR chez Mavic, le FOR qui consiste à fixer les rayons sur le pont inférieur de la jante Hmm. en laissant le pont supérieur intact, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou et ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de fond de jante. Non seulement on en gagne déjà un petit peu le poids, c'est toujours une vingtaine, une trentaine de grammes de gagné, mais surtout, c'est l'assurance que la jante soit parfaitement étanche
nativement, sans avoir besoin de rajouter du scotch dessus. Ça, c'est top. Et ça, on retrouve ces technologies sur pas mal de nos roues alu et même sur quelques-unes de nos roues carbone les plus haut de gamme. Ça, c'est vrai que ça peut être un élément assez déceptif, le fait de rouler en tubeless, d'être bien, et puis après, après que la roue ait 6 mois, qu'on change de pneu, et quand le fond de jante autocollant se détache ou n'a plus son effet d'étanchéité, c'est Ouais. vite de nouveau une petite galère pour remplacer bien proprement. Ouais. Donc, Je, avantage aux jantes qui n'ont pas de trou. Effectivement, avantage aux jantes qui n'ont pas de trous, comme les Mavic, entre autres. Et oui, il y a quelques techniques pour quand même s'assurer que le fond de jante tubeless est bien collé. Je salue mon ami Guillaume de Vinzel qui a une technique qui consiste à coller le fond de jante puis gonfler une chambre à air dans le pneu tubeless pour être sûr de bien plaquer le fond de jante. Il fait ça pendant, je sais pas, 24 ou 48 heures. Et donc, du coup, ça colle le fond de jante d'une manière irréprochable sur la jante. Et une fois que tout ça s'est collé, ben, on enlève la chambre à air et on remplace, on met du liquide préventif et du coup, le pneu tubeless est parfait. Le montage est parfait et donc voilà, c'est une expérience intéressante, mais effectivement, si vous souhaitez passer au tubeless, c'est une superbe expérience, mais il faut prendre quelques précautions et n'ayez pas peur de revenir, n'ayez pas peur d'être humble et de vous documenter pour être sûr que cette expérience est bien vécue. Voilà, sinon, ça peut être effectivement assez déceptif. On peut s'arracher les cheveux. Bon, Maxime, on en a, je pense, beaucoup appris. Ouais, j'espère. En tout cas, on a beaucoup parlé. Ouais, on a beaucoup parlé, mais en fait, c'est le principe du podcast, donc ça me va bien. Ça me va bien. Comment, comment on te suit, comment on voit les news de Mavic? C'est quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des salons, des événements, des nouveaux trucs qui vont sortir qu'on va voir? Ouais, alors Mavic a toujours été pas mal actif avec la presse. Donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux produits, généralement, on en informe la presse. Donc, on voit ça dans les médias classiques, que ce soit en ligne ou en print. Mhm. On peut nous voir sur pas mal d'événements aussi. Depuis quelques temps, on met vraiment l'accent sur notre présence auprès des magasins, mais aussi sur tout type d'événements qu'il peut y avoir à droite à gauche. Donc, on sera sur le Vélo Air Festival. On sera, pour ceux qui habitent dans l'est de la France, on sera sur la Schleck Grande Fondo dans quelques temps aussi. Donc, même le même week-end que le Vélo Air Festival. Mhm. On sera sur l'Ardéchoise, on sera sur pas mal d'événements un peu partout tout au long de l'été. Et puis, comme je le disais, on organise aussi régulièrement des actions avec nos points de vente, avec les magasins, pour aller à leur rencontre et faire essayer des roues. Donc, on nous trouve régulièrement sur ces événements-là. On Très sera au bien. Pro Days, on sera à Eurobike, sur tous ces salons importants. Rock d'Azur, bien entendu, en fin d'année. Excellent, excellent. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Peut-être dernière petite question qui commence à devenir rituelle. Si tu devais entendre quelqu'un sur ce podcast, s'il y avait quelqu'un qui te passionne et qui t'inspire et que tu voulais entendre sur ce podcast, tu voudrais entendre qui? Alors, je m'attendais à la question, hein. Je la redoutais un petit peu. Ouais. C'est toujours compliqué de mettre quelqu'un en lumière comme ça, surtout sans lui avoir demandé son avis avant. Tu peux nous en dire Mais trois ou quatre, hein, si ça. comme ça, je penserais à Brice Epailly. Mhm, Brice Epailly, cofondateur de Caminade, bien sûr. toujours aux manettes de l'entreprise et qui a participé à la création d'Ultima. Tu avais interviewé Bien Jérôme sûr. Vortal il y a quelques temps. Mhm. Brice, au-delà d'Ultima et au-delà de Caminade, se décrit lui-même comme comment il a dit, un philosophe à vélo, quelque chose comme ça. Ouais. En l'occurrence, il est extrêmement intéressant à écouter parler sur tout, l'industrie, l'avenir du vélo, la réindustrialisation de la France dans le vélo, etc., etc. Donc, Brice Epailly est une personne passionnante à écouter. S'il fallait citer une deuxième personne, je citerais quand même notre ami commun Michel Letnay, qui traîne ses guêtres dans le milieu du VTT depuis suffisamment longtemps pour être une personne aussi assez passionnante à écouter.
Donc, je sais que tu le connais, tu as ses coordonnées. Bien N'hésite sûr. pas à le contacter. Il sera heureux de parler VTT avec toi et tes auditeurs. Je vais voir. Du coup, ce sera sur le Vélo Vert Festival. Hmm. Qui, au moment où je publierai cet épisode, sera derrière nous. Voilà. Eh ben, écoute, très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose puisque Non, il y aurait beaucoup de choses à rajouter, bien mais sûr. effectivement, ça fait déjà un petit moment qu'on discute et on a Ouais. déjà dit beaucoup de choses. Donc, on aura Hmm. l'occasion d'approfondir ça sur Bien peut-être sûr. une autre fois et Avec puis grand d'autres plaisir. avec d'autres personnes. Donc, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Eh ben, c'est avec Euh, plaisir. bah, C'était passionnant. On a vu écoute, plein de choses. Merci beaucoup Maxime. Maxime, on te suit où, où est-ce qu'on peut te retrouver pour voir un peu ton actu, ce que tu fais, où tu roules alors, je suis pas vraiment un spécialiste des réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Strava, vous pouvez me retrouver un peu sur Instagram, alors pas souvent du tout, et puis sur LinkedIn un petit peu aussi Ok, pour voir un petit peu ce que je deviens. Mais génial. voilà, sur ces 3 réseaux principalement. Bon, on va te suivre. Merci beaucoup Maxime Bruand Merci Antoine. pour cet épisode, c'est ce temps que tu m'as et que tu nous as accordé. C'était passionnant. Et puis on a hâte de voir la suite pour le moteur et les produits Mavic et tester ça en live. Parfait, on reste en contact. À bientôt Super. Antoine, merci pour tout. Allez, salut. À bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.